Alors bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va voir quelques notions de base sur la théorie des organisations. Donc pour cela, nous allons commencer par le concept des circuits économiques dans une organisation. Alors, c'est quoi un circuit? En fait, un circuit économique, c'est un modèle simplifié et théorique qui représente les interactions et les flux entre les différents acteurs économiques au sein d'une économie. Ça veut dire, on comprend que nous avons un élément essentiel dans un circuit économique qui sont les acteurs. Alors, nous avons les acteurs économiques. Alors, ces acteurs-là, ou bien entre ces acteurs-là, on a ce qu'on appelle un flux. Un flux de va-et-vient. Nous avons des échanges entre les acteurs économiques. Alors, ce concept permet de visualiser comment les biens, les services, l'argent ainsi que les ressources circulent entre les principaux participants de cette économique. Alors, on comprend que dans un circuit économique, nous avons des éléments essentiels tels que les acteurs économiques, les flux entre ces acteurs. Nous avons aussi des services, nous avons des biens, nous avons de l'argent ainsi que les ressources. Donc pour cela, nous allons commencer par la définition des principaux éléments de ce circuit. Alors, on va commencer par les acteurs. Donc les acteurs dans un circuit économique, c'est un élément très important. Alors les acteurs peuvent être les ménages. Alors les ménages sont un ou bien des individus apparentés ou non, qui vivent ensemble sous un même toit. Alors, les ménages sont des individus apparentés ou non qui vivent ensemble sous un même toit. Alors, quel est le rôle de ce genre d'acteurs qui est les ménages? Donc, ce sont des consommateurs finaux qui achètent des biens et des services. Alors, pour les ménages, ce sont des consommateurs finaux. Pour l'activité principale des ménages, alors principalement, c'est la consommation. Donc, ce sont des consommateurs, donc ils vont consommer un produit. Alors, principalement, on a la consommation. Ils utilisent une partie de leurs revenus pour acheter des biens et des services. Alors, les biens et services sont fournis généralement par l'organisation afin de satisfaire leurs besoins. En plus de la consommation, nous avons les ménages fournissent la main-d'œuvre aux entreprises et reçoivent des revenus sous forme d'un salaire. De revenus du capital qui représente bien ces revenus-là représentent le capital de l'entreprise. Alors, nous avons les ménages. Les ménages sont un ou bien plusieurs individus. Ils peuvent être apparentés ou non et qui vivent ensemble sous un même toit. Alors, le rôle principal des ménages, c'est la consommation. Alors, sont les consommateurs d'un produit ou bien d'un bien ou bien d'un service, d'accord, fourni par l'organisation. L'activité principale des ménages, c'est bien la consommation. Donc, ils utilisent une partie de leur salaire pour l'achat, que ce soit des biens ou bien des services. Pourquoi? Afin de satisfaire leurs besoins quotidiens. Donc, en plus de la consommation des ménages, donc les ménages fournissent la main-d'œuvre, donc représentent l'ensemble des employeurs d'une organisation. Et reçoivent bien sûr des revenus ou bien des salaires. Ils reçoivent également de revenus du capital de cette entreprise-là. Alors, nous avons aussi les entreprises. Donc, quel est le rôle des entreprises? Les entreprises ou bien des organisations, ce sont les producteurs des biens et des services.
Donc, l'entreprise permet la production des services, des produits ou bien des biens. Alors, l'activité principale des entreprises, c'est bien embaucher un travailleur. Donc, nous avons l'embauchement des travailleurs, nous avons l'investissement dans le capital et vendre bien sûr des produits au ménage qui sont les consommateurs. Nous avons aussi euh, donc ça veut dire que le principe rôle des entreprises, donc une entreprise peut gouvernement et une autre entreprise. Ça veut dire elle peut être euh, elle peut gérer d'autres entreprises. Alors, est-ce que l'écran est bien partagé? L'écran est bien partagé, s'il vous plaît? Non. Et maintenant? Ok. Alors, l'élément suivant, c'est bien les banques. Pardon? Et comme ça, est-ce qu'il est partagé? Ok. Ok. Alors, elle est toujours bien partagée l'écran, le cours. Ok. Ok, très bien. Alors, l'élément suivant, c'est bien les banques. Donc, les banques, ce sont des éléments ou bien oui, des éléments très importants dans un circuit économique. Donc, nous avons ce qu'on appelle les banques et les institutions financières. Alors, le rôle principal des banques et institutions financières, c'est bien, euh, c'est bien pour proposer des services financiers tels que des prêts, une gestion des moyens de paiement, des politiques d'assurance, etc. Ça veut dire que ici, le rôle principal d'une banque ou bien des institutions financières, c'est bien les services financiers. Donc permet le financement d'un circuit économique. L'activité principale, elle facilite l'investissement en canalisant les fonds des ménages vers les entreprises et le gouvernement. Alors, nous avons aussi l'État. Donc, l'État représente un élément essentiel également dans un circuit économique. Donc, le rôle principal de l'État dans un circuit économique permet de stimuler l'activité économique en politique de soutien à la création d'entreprises, également à la formation professionnelle des éléments. L'activité principale de l'État dans un circuit économique, c'est bien la préparation du budget public, la gestion des finances publiques et la régulation des marchés financiers. En plus de ces éléments qu'on a vus, nous avons ce qu'on appelle le reste du monde. Alors, quel est le rôle du reste du monde? Ce sont des partenaires commerciaux dans les échanges internationaux et les échanges avec l'étranger. Donc, lorsqu'on dit ou bien lorsqu'on parle du reste du monde, généralement, il s'agit des échanges avec l'international.
L'activité principale, c'est bien l'importation et l'exportation de biens, de services et bien des produits, et ainsi que des flux financiers internationaux. Alors, nous avons aussi ce qu'on appelle le flux réel. Alors, le flux réel est défini par les biens et les services. Ça veut dire un échange réel qui se représente par des biens et des services et par des facteurs de production. Alors, pour les biens et services, nous avons des entreprises qui produisent des biens et des services. Ensuite, ces biens et ces services sont vendus aux ménages, au gouvernement et aux autres entreprises. Donc, nous avons un flux réel entre les entreprises et les ménages et entre les entreprises et le gouvernement, ainsi que entre les entreprises toujours et d'autres entreprises. Ça veut dire une entreprise peut vendre, si vous voulez, des biens ou bien des services pour d'autres entreprises. Ça veut dire on peut avoir un flux entre entreprise et entreprise. Alors, ce sont les mouvements de biens, de services, de facteurs de production, que ce soit travail ou autre, entre les agents. Par exemple, donc, nous avons les ménages fournissent du travail aux entreprises en échange de salaire. Ça veut dire qu'un ménage fournit un travail ou bien un service pour l'entreprise, alors que l'entreprise fournit un salaire pour ce ménage-là. Alors, هذا هو le flux réel. Donc, on a un échange réel entre les éléments d'un même circuit. Alors, c'est un principal élément dans un circuit économique. Alors, en plus de flux réel, on a ce qu'on appelle le flux monétaire. Alors, le flux monétaire est représenté par les revenus et les dépenses. Lorsqu'on dit revenus, ça veut dire les recettes. Et lorsqu'on dit les dépenses, ça veut dire l'argent sorti de l'entreprise. Alors, pour les revenus, donc les entreprises payent les ménages sous forme de salaire, de loyer, d'intérêt, en échange des facteurs de production, par exemple. Donc, nous avons ce qu'on appelle les revenus. Par contre, les dépenses, ici, les ménages dépensent leurs revenus pour acheter des biens et des services produits par les entreprises. Alors ici, chaque acteur de ce circuit, il a ce qu'on appelle revenus et il a ce qu'on appelle des dépenses. Donc, revenus en entrant et dépenses en sortant. Nous avons aussi ce qu'on appelle les impôts et les transferts. Alors, les impôts et les transferts, donc en ce qui concerne le gouvernement, alors le gouvernement collecte des impôts auprès des ménages et des entreprises. Alors, un ménage, il paye les impôts et la même chose avec les entreprises. Donc, les entreprises également payent des impôts, ainsi que et redistribuent des transferts sous forme de prestations sociales, de subventions, etc. Alors, nous avons aussi ce qu'on appelle les investissements et les épargnes. Alors, les ménages épargnent une partie de leurs revenus qui est ensuite investie par les entreprises ou bien par le gouvernement via le secteur financier. Alors, tout ça, ce sont les mouvements d'argent qui accompagnent les flux réels. Par exemple, les ménages payent les entreprises pour des biens et des services et les entreprises rémunèrent les ménages sous forme de salaire. Donc, ce qu'on appelle le flux monétaire. Le fonctionnement du circuit économique est souvent représenté sous forme de diagramme ou bien les flux réels et monétaires circulent en boucle. C'est-à-dire, nous avons des éléments ou bien des nœuds
qui constituent ce diagramme. Ensuite, nous avons des messages ou bien des flux ou bien des flèches qui circulent en boucle entre les éléments essentiels d'un circuit économique, montrant l'interdépendance entre les différents agents. Alors, pour récapituler les choses, donc nous avons les ménages ou bien l'élément ménage du circuit économique qui permet ou bien qui fournissent du travail aux entreprises. Ça veut dire nous avons un flux démarrant par le ménage vers l'entreprise qui contient un travail. Ensuite, nous avons les ménages consomment des biens et services produits par les entreprises. Ça veut dire nous avons une flèche en boucle qui commence de l'entreprise vers les ménages, permet d'envoyer des produits, des biens, des services, etc. Nous avons également des investissements, si vous voulez, c'est une partie de leurs revenus. Pour l'élément entreprise qui se trouve dans le circuit économique, ils produisent des biens, des services en utilisant le travail ainsi que le capital. L'entreprise paye les ménages pour leur travail, investissent pour produire davantage. Nous avons aussi le troisième nœud qui représente l'État. Alors, le rôle de l'État, c'est bien la collecte des impôts et redistribue ces impôts-là sous forme de prestations sociales ou bien services publics, etc. Aussi, l'État influence l'économie par des politiques budgétaires et fiscales. Nous avons ce qu'on appelle aussi les banques. Alors, les banques collectent l'épargne et accordent des crédits pour le financement, la consommation ainsi que l'investissement. Le reste du monde qui représente le nœud en international, donc il intervient par les exportations et les importations, influençant les flux de biens, services et même des capitaux. Maintenant, en ce qui concerne l'importance, donc quelle est l'importance de ce circuit économique dans une organisation? Alors, premièrement, il permet la compréhension des interactions. Donc, il aide à comprendre comment les différentes parties de l'économie interagissent et dépendent les uns des autres. Il permet aussi l'analyse des politiques économiques, donc permet d'évaluer l'impact des politiques fiscales, monétaires et budgétaires sur l'ensemble de l'économie. Il permet aussi l'identification des déséquilibres, c'est-à-dire que aide à détecter les déséquilibres économiques tels que les défis budgétaires, les déséquilibres commerciaux, et quelques genres de problèmes ou bien anomalies en ce qui concerne le commerce. Alors, en résumé, le circuit économique est un outil fondamental en économie qui permet de visualiser et d'analyser les interactions complexes entre les différents acteurs économiques et les flux qui les relient. Il sert également de base pour de nombreuses analyses économiques et pour la formulation de politiques visant bien sûr à améliorer le fonctionnement ainsi que la performance économique. Voilà, donc pour résumer, donc un circuit économique, c'est un ensemble d'éléments qui constituent ce circuit. Ensuite, nous avons un flux, c'est-à-dire des messages de va-et-vient entre ces éléments-là sous forme d'une boucle. Ça veut dire que nous avons toujours des flux entrants ou bien des flux en entrée et des flux en sortie, qui permet de représenter le circuit économique d'une organisation donnée. On va voir les concepts d'organisation. Alors, une organisation est définie par un ensemble de concepts et de règles.
Alors, nous allons commencer par des définitions. Alors, l'organisation peut être définie comme un ensemble structuré de personnes, de ressources, de processus et de relations coordonnées en vue d'atteindre des objectifs communs. Alors, ça veut dire le premier élément essentiel d'une organisation est bien sûr, la production des objectifs. Alors, pour produire un travail ou là pour produire un bien, il nous faut bien sûr des personnes qui représentent ou bien qui constituent cette organisation. Alors, pour que ces personnes-là puissent élaborer des résultats, ils doivent utiliser des ressources. Ces ressources-là, quand une personne utilise des ressources, on parle de processus. Donc, on a ce qu'on appelle un processus métier ou autre qui permet la production d'un bien ou bien d'un service. Et bien sûr, nous avons des relations, des coordinations, etc. entre les personnes, les ressources, que ce soit en local ou bien vers l'étranger, afin de la réalisation des buts de cette organisation, que ce soit bien ou bien service ou bien produit, etc. Une organisation aussi peut prendre différentes formes. Donc, lorsqu'on dit une organisation, donc une organisation peut être soit une entreprise, soit une association, soit une administration publique, soit une administration privée, etc. Donc, tous ces éléments-là représentent une organisation. Ça veut dire que lorsqu'on dit une organisation, pas forcément une organisation veut dire une entreprise. Non. Donc, une entreprise est une organisation, une association c'est une organisation, une administration privée c'est une organisation, etc. Alors, lorsque je parle de l'organisation, que ce soit entreprise ou bien administration publique, privée, etc., donc on doit trouver une structure. Ça veut dire chaque organisation est composée d'une structure. C'est quoi la structure? Donc la structure, c'est un cadre qui définit des rôles, des responsabilités et des relations entre les membres. Nous avons aussi des objectifs. Ça veut dire que lorsque je parle d'une organisation, bien sûr que cette organisation a des objectifs. Ça veut dire le résultat, ou bien le bien, ou bien le service, ou bien le produit fourni par cette organisation. Alors, les objectifs représentent les finalités, ou bien le but de cette organisation. Que ce soit économique, sociaux, culturel, etc., etc. Donc, c'est selon la nature de cette organisation, on parle des objectifs. Nous avons aussi des ressources. Donc, bien sûr, j'ai une organisation, forcément, j'ai des ressources. Si je parle de ressources, alors des ressources peuvent être des ressources humaines qui se représentent par les employés, les travailleurs, les relations d'extérieur, etc. Je parle aussi de ressources matérielles. Donc, j'ai une organisation, donc bien sûr que je dois avoir des matériels pour réaliser notre but. Également, on doit avoir des ressources financières et informationnelles. Ça veut dire on doit avoir des informations, des données, etc. pour pouvoir répondre aux besoins de cette organisation. Des ressources aussi peuvent être représentées par mobilisées pour réaliser ces activités. Ça veut dire que on doit avoir le concept de mobiliser les ressources afin de réaliser l'objectif final de cette organisation. Est-ce que l'écran est toujours partagé? Ok. Ok. S'il vous plaît, éteignez vos micros pour éliminer les bruits. Il y a du bruit. Merci, merci. Alors, en plus des ressources et des structures et des objectifs, nous avons ce qu'on appelle des processus. Alors, un processus représente les mécanismes et les procédures
permettant de coordonner et d'exécuter les activités. Donc, c'est quoi un processus, si vous voulez? C'est un ensemble de tâches enchaînées entre eux pour réaliser un objectif. Maintenant, si je parle de tâches et d'enchaînement, j'ai bien sûr des éléments et j'ai un flux entre ces éléments, en entrée et en sortie. Donc, là, je parle de processus. Donc, processus, c'est un ensemble de tâches enchaînées entre eux en utilisant des ressources, des structures pour arriver à un objectif bien défini à l'avance. Alors, quelle est l'idée générale d'une organisation? Donc, on a dit qu'une organisation peut être soit une entreprise, soit une organisation publique, privée, etc. Alors, pour chaque organisation, on a ce qu'on appelle une idée générale. Alors, l'idée générale d'une organisation repose sur la collaboration structurée entre des individus et des ressources pour atteindre un objectif commun. Elle se base sur les principes suivants. Donc, nous avons la coordination des efforts. Donc, si je parle de la coordination des efforts, ça veut dire que les membres travaillent ensemble de manière organisée pour maximiser l'efficacité. Donc, le but, c'est maximiser l'efficacité. Donc, pour pouvoir maximiser l'efficacité dans une organisation, on doit toujours travailler dans une équipe en collaboration. Ça veut dire quoi en collaboration ou bien en coordination? Ça veut dire qu'on a un échange entre les membres de la même équipe. S'il s'agit d'un problème, donc on pose le problème ensemble pour trouver la solution ensemble. S'il s'agit d'une question, donc la même chose, donc on pose la question ensemble pour être au courant afin de maximiser l'efficacité. Nous avons aussi les objectifs communs. Donc, chaque action de l'organisation est orientée vers la réalisation de buts spécifiques. C'est-à-dire que si je suis dans une équipe, par exemple, qui permet la production d'un véhicule, donc bien sûr que l'objectif de n'importe quel élément ou l'acteur qui se trouve dans cette équipe, c'est bien la production de la véhicule. Donc, on travaille ensemble pour le même objectif et aussi pour maximiser l'efficacité de la réalisation de cet objectif-là. Donc, on est dans une équipe, donc nous avons généralement des objectifs communs. Également, on doit diviser les rôles et les tâches entre les membres de cette équipe. Alors, les tâches sont réparties en fonction de compétences, des fonctions et des responsabilités de chacun. Ça veut dire que, par exemple, je suis en train ou bien mon organisme permet de la construction des véhicules. Alors, j'ai une équipe qui assure cette construction. Alors, on doit d'abord diviser les tâches entre ces éléments. Comment je divise les tâches? Alors, généralement, on doit sélectionner chaque tâche qui sera ou bien qui doivent être affectées à une personne compétente pour la réalisation de cette tâche. Donc, de préférence, de sélectionner les compétences qu'on a. Ensuite, on affecte les tâches pour la réalisation et pour le bon déroulement de cet objectif-là. Nous avons aussi ce qu'on appelle la gestion des ressources. Ça veut dire quoi? Donc, nous avons des ressources humaines, des ressources financières, des ressources matérielles et des ressources informationnelles. On doit bien ou bien on doit savoir comment les gérer d'une manière efficace afin d'arriver au résultat demandé. Nous avons aussi le 5e point qui consiste à l'adaptabilité. Ça veut dire que l'organisation évolue en fonction des échanges internes ou bien externes pour maintenir ou bien pour améliorer ses performances. Donc, nous avons toujours ce qu'on appelle des échanges en va-et-vient, en interne et en externe, afin de maintenir toujours et améliorer la performance des produits ou bien des services vendus. Alors, l'organisation,
c'est un cadre. Lorsque je dis un cadre, pourquoi un cadre? Parce que il représente des éléments nécessaires. Ensuite, on a ce qu'on appelle un circuit économique. Alors, pour réaliser une organisation, il faut cadrer cette organisation. Cadrer cette organisation en ce qui concerne les éléments qui constituent cette organisation et aussi en ce qui concerne les objectifs de cette organisation. Alors, l'organisation, c'est un cadre qui permet de résoudre des problèmes complexes et de créer de la valeur par la coopération. Ça veut dire, on crée une valeur rajoutée. Donc, si je parle d'une organisation, alors je parle bien sûr d'une valeur rajoutée. Ça veut dire que produit cette organisation ou bien quel est le but de cette organisation. Alors, dans une organisation, les individus se distinguent par plusieurs caractéristiques qui influencent leur rôle et leur contribution. Donc, ces distinctions permettent à une organisation de bien combiner divers talents et perspectives pour maximiser son efficacité et sa créativité. Toujours, on parle de la créativité, les talents, les compétences afin de maximiser les objectifs d'une organisation. Alors, ces distinctions sont liées à leur rôle et leurs responsabilités. Alors, chaque individu de cette organisation occupe une position spécifique avec des missions et des responsabilités claires et bien définies. Par exemple, un manager, un technicien, un ingénieur, un directeur, etc. Ça veut dire qu'il faut bien spécifier le rôle et les missions de chaque individu d'une organisation. Le deuxième point, c'est leur niveau de compétence. Alors, les qualifications, l'expertise et les connaissances varient d'une personne à une autre, ce qui influence leur affectation à certaines tâches ou bien des fonctions. Nous avons aussi le troisième point qui consiste les expériences. Alors, l'ancienneté, la réalisation passée ou bien l'exposition à différentes situations peuvent distinguer un individu ou bien un employé à un autre dans une organisation. Nous avons aussi le quatrième point qui se représente par le style de travail. Alors, chaque individu possède un style de travail. Alors, toujours, les motivations et les préférences affectent la manière dont ils interagissent avec les autres. Donc, toujours, il faut favoriser la collaboration entre les individus d'une même organisation. Nous avons aussi le cinquième point qui représente le positionnement hiérarchique. Ça veut dire que les individus se distinguent par leur place dans la structure de l'organisation. Alors, dans une organisation, généralement, on trouve une hiérarchie. Ça veut dire quoi, une hiérarchie? Ça veut dire, si vous voulez, la relation ou bien le positionnement de chaque individu dans une organisation. Donc, on trouve généralement un PDG, des directeurs, des sous-directeurs, des encadrants, des ingénieurs, des techniciens, etc. Donc, on a une hiérarchie. Cette hiérarchie représente des relations entre les individus et chaque individu est censé ou bien il doit réaliser un produit ou bien un bien. Ce produit ou bien ces biens s'échangent entre eux afin de réaliser l'objectif final de cette organisation. Le sixième point, c'est leur spécialisation ou bien leur fonction. Donc, certains
se concentrent sur des domaines spécifiques, par exemple marketing, finance, etc., ce qui les distingue par leurs compétences techniques. Généralement, lorsqu'on dit qu'une personne est spécialiste dans un domaine, ça veut dire que elle savent faire que ce domaine-là. Donc ici, je parle de compétences individuelles dans une entreprise. Le septième point, c'est leur réseau et leurs relations. Alors, la capacité d'un individu à créer des liens et à mobiliser des ressources internes ou bien des ressources externes peut le démarquer dans une organisation. Alors, la relation entre les individus, ou bien la bonne relation, ou bien la relation de qualité entre les individus dans une organisation joue un rôle très important dans la finalité ou bien dans la qualité des produits et des services fournis par l'organisation. Donc, toujours, il faut bien garder des bonnes relations, que ce soit entre les individus internes de l'organisation ou bien les individus externes de cette organisation afin de maximiser les gains et la qualité des produits fournis par cette organisation. Nous avons aussi ce qu'on appelle, alors c'est ce qu'on appelle la collaboration des individus dans une organisation. Alors la collaboration entre les individus, c'est un point très important qui permet la progression dans un ou bien le- qui permet, si vous voulez, la réalisation et l'efficacité ou bien qui permet la production des services et des biens d'une manière efficace. Donc, dans une organisation, les individus généralement collaborent grâce à plusieurs mécanismes et outils qui favorisent la communication, la coordination et l'accomplissement des objectifs communs. Alors, nous avons des outils de collaboration. Donc, voici les principaux éléments qui permettent une bonne collaboration. Il faut, si je vais créer une équipe, il faut marquer des objectifs communs. Ça veut dire que si j'ai une équipe, il faut que les individus qui constituent cette équipe-là ont des objectifs communs. Alors, les individus partagent une vision et des objectifs clairs, ce qui oriente leur effort dans la même direction. Par exemple, réaliser un projet dans des délais ou bien atteindre un niveau de performance bien spécifié. Le deuxième point, c'est bien la communication. Alors, une communication efficace est essentielle pour échanger des idées, coordonner des actions et résoudre des problèmes. Par exemple, on utilise des réunions, on échange par des emails, on utilise des plateformes de collaboration interne, on utilise même des GitHub ou bien des GitLab pour si vous voulez, s'il s'agit d'un logiciel ou bien d'un produit à développer, pour collaborer entre les individus et aussi pour dater les modifications, les échanges, la progression, etc., etc. Nous avons aussi ce qu'on appelle des outils technologiques, donc les plateformes numériques comme des logiciels de gestion de projet, les outils de partage de documents comme Google Drive, ou bien des visioconférences telles que Zoom ou bien Meet comme on est en train de le faire. Facilite la collaboration même à distance entre les mêmes membres d'une équipe ou bien d'une organisation. Pour les caractéristiques d'une organisation, alors les caractéristiques d'une organisation sont les éléments qui définissent sa nature et son fonctionnement. Elles permettent de comprendre comment elle opère et se structure pour atteindre des objectifs. Alors, pour les principales caractéristiques d'une organisation, donc c'est la finalité. Alors, chaque organisation a une raison d'être et des objectifs spécifiques. Elle a aussi ce qu'on appelle la structure. Donc, chaque organisation repose sur une hiérarchie ou bien une structure définie qui répartit les rôles, les responsabilités, etc.
Ça veut dire on est structuré. Aussi, elle doit avoir la coordination. Donc, les activités des membres sont organisées et coordonnées pour atteindre les objectifs. Donc, cela inclut des règles de production ou bien, des règles et procédures ou bien des processus et des processus de communication et de collaboration. Nous avons aussi ce qu'on appelle les ressources. Donc, une organisation mobilise des ressources pour fonctionner. Nous avons des ressources humaines, nous avons des ressources financières, des ressources matérielles et technologiques, et bien sûr des ressources informationnelles qui consistent le système d'information de cette organisation. Nous avons aussi la relation humaine est très importante pour l'accomplissement d'un travail dans une organisation. Donc, une organisation est avant tout un regroupement d'individus qui interagissent entre eux. Donc, ces relations peuvent être soit formelles, en utilisant la hiérarchie et la structure de cette organisation, ou bien informelles, en utilisant des réseaux sociaux, des collaborations, des outils de gestion des projets, etc. Nous avons aussi ce qu'on appelle l'environnement. Alors, toute organisation évolue dans un environnement qui influence l'économique, social, technologique, politique ou bien l'écologique. Elle doit interagir avec cet environnement pour survivre et bien sûr prospérer. Le point suivant, c'est si vous voulez, ici nous avons ici, alors les organisations toujours cherchent à durer. Ça veut dire comment je garde ou bien comment j'évolue mon entreprise, comment mes services, comment j'augmente par exemple mon chiffre d'affaires, etc. Donc toujours, on cherche à durer, à augmenter les performances, à augmenter le chiffre d'affaires, etc. Alors la performance et l'évaluation, donc une organisation mesure sa performance à l'aide d'indicateurs de performance. Alors on a ce qu'on appelle les KPI pour évaluer et atteindre des objectifs. En résumé, une organisation se distingue par sa finalité, la structure, les ressources, les processus internes et sa capacité à interagir avec un environnement, que ce soit en interne ou bien en externe. Alors, ces caractéristiques permettent à l'organisation de fonctionner efficacement et de s'adapter aux défis ou bien pardon et permet ou bien pour s'adapter aux défis qu'elle rencontre. Ça veut dire toujours on a des défis, on veut augmenter on veut augmenter la performance de cette entreprise, on veut toujours passer cette entreprise vers un niveau élevé, vers un niveau de qualité, etc. Alors, prochainement, on va voir la différence entre l'organisation et les systèmes.